Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et l'animatrice du balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, le sujet du jour, on va parler des virus respiratoires. Donc, je pense que c'est un sujet très d'actualité en ce beau mois de décembre. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi deux invités. Donc, j'ai Dr Jean Turgeon et Catherine Legault, infirmière. Je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Merci de l'invitation, Émilie. Moi, je suis pédiatre à Sainte-Justine. Ma pratique est surtout hospitalière, donc j'aime bien m'occuper d'enfants hospitalisés. Donc, je suis membre du département de pédiatrie. Je suis également professeur titulaire de clinique à l'Université de Montréal au département de pédiatrie, donc c'est mon affiliation. En fait, moi, mon nom, c'est Catherine Legault. Je suis infirmière clinicienne à l'unité de médecine pédiatrique au CHU Sainte-Justine. Excellent. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. D'entrée de jeu, ce serait intéressant de définir quelles sont les maladies qui sont principalement causées par les virus. Les virus respiratoires, c'est par définition, ça atteint l'arbre respiratoire. Puis on peut les diviser arbitrairement, mais en fait, c'est très important au niveau clinique, entre les infections des voies respiratoires qu'on dit supérieures. Ça part du nez, hein, les voies respiratoires partent du nez. Ça va jusqu'à la gorge, à l'embouchure, c'est la trachée. Ensuite de ça, c'est un peu comme un arbre, hein. Mhm. On parle souvent de l'arbre respiratoire c'est important de comprendre. Ça commence par le tronc qu'on appelle la trachée. Ensuite, ça se divise en des branches plus grosses, puis ça se termine comme une ramification d'arbre par des petites branches qu'on appelle les bronchioles. Puis on peut même imaginer que les alvéoles, qui sont les endroits où on respire, c'est où se fait l'échange d'oxygène, c'est comme les feuilles d'un arbre. Mhm. Fait que l'analogie avec l'arbre bronchique peut nous aider à comprendre qu'on divise finalement les voies respiratoires inférieures à partir de la trachée et les voies supérieures, ce qui est en haut. Donc, quand on parle de voies respiratoires supérieures, en gros, on parle de rhume, de rhinite, qui peuvent par la suite se compliquer. La pharyngite fait partie de ça aussi. Puis tout ce qui est en bas, ça va de la laryngite, puis ça peut aller jusqu'à la pneumonie. Fait qu'on peut parler L'image de est tout très ça. bonne pour se le mettre en tête. Merci Ouais. beaucoup. Et en fait, le rhume, qu'est-ce qui le distingue de la grippe ou vice-versa? Mhm. C'est une bonne question, ça, Émilie, parce que les gens vont souvent mélanger les deux. C'est sûr qu'en médecine, on fait une grande différence. Le rhume, c'est une infection banale des voies respiratoires supérieures, là, une congestion nasale, on peut faire un peu de fièvre, mais c'est surtout qu'on va avoir le nez qui coule. La grippe, qui se présente aussi partiellement par un rhume, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus systémique, si on peut dire. C'est-à-dire que ça atteint plus que les voies respiratoires. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la grippe, c'est l'influenza. Donc, l'influenza, quand tu as fait l'influenza, tu n'appelles plus un rhume une grippe. Ça, c'est clair, parce que tu te sens vraiment beaucoup plus affligé, tu te sens Mhm. cassé, tu as des douleurs musculaires, tu es faible, tu as mal à la tête. Alors que la plupart des virus qui vont atteindre juste les voies respiratoires supérieures, là, surtout chez l'enfant un peu plus vieux, chez l'adulte, ça va être plus banal comme symptomatologie. OK, merci. Il y a aussi la bronchiolite qu'on retrouve chez nos moins de 1 an. Je sais pas si Catherine, tu voudrais un peu nous expliquer c'est quoi rapidement? Mais en fait, la bronchiolite, c'est justement un virus respiratoire qu'on voit surtout chez les enfants en bas de 6 mois. Ça se présente là, principalement par une détresse respiratoire qu'on va voir à l'évaluation. En fait, nous, en tant qu'infirmières là, à l'unité de médecine pédiatrique, on en voit beaucoup, surtout pendant la saison hivernale là, qui commence justement au mois de novembre. Donc, c'est des enfants, des bébés qui vont arriver là, à l'urgence Sainte-Justine, puis qui vont présenter des signes de détresse respiratoire, donc du tirage, head bobbing, des fois battement des ailes du nez. C'est des bébés aussi qui vont avoir une fréquence respiratoire qui est augmentée. Puis des fois, certains enfants vont avoir des changements au niveau de la coloration, donc la saturation en oxygène va être plus basse. Et parfois, c'est des petits bébés qui ont besoin, ils ont des besoins d'oxygène. Euh, c'est pas mal ça, en gros, là. C'est sûr qu'on voit qu'ils sont très, très, très congestionnés. Mhm. À l'auscultation, on entend très, très bien toutes les sécrétions là, qui sont prises au niveau des bronchioles.
Ça peut être des bébés qui vont faire de la température aussi, là. Fait qu'on a une présentation assez impressionnante quand Mhm. même, j'imagine, pour un nouveau parent, qu'il y a son nouveau-né, il voit tout ce tableau-là, ça doit faire quand même peur. Effectivement, à leur admission, souvent, c'est des parents qui sont très inquiets. Mhm. Nous, c'est sûr qu'on est là pour les rassurer le plus possible, puis leur être là pour eux. Puis nous, on travaille énormément en équipe interdisciplinaire avec les pédiatres, puis on travaille pour les soigner du mieux qu'on peut. C'est sûr que l'un des principaux traitements là, de la bronchiolite, c'est vraiment l'hygiène nasale Mhm. pour justement permettre d'éliminer les sécrétions, favoriser la respiration. Nous, à Sainte-Justine, là, justement, quand les patients sont hospitalisés, c'est un enseignement qu'on fait auprès des parents dès leur arrivée. Euh, Puis on leur mentionne d'avant les boire, c'est vraiment important de l'effectuer. Donc, la technique de l'hygiène nasale, là, justement, est sur Ouais. le site du CHU Sainte-Justine, là, il y a un beau vidéo là, qui a été créé par l'équipe des ORL, vraiment avec les quantités à utiliser, Parfait. puis la technique. Nous, c'est sûr que pendant la période d'hospitalisation, on fait des aspirations qui sont des fois un petit peu plus invasives que la technique qui est Maison. utilisée là, à la maison. Donc, on a deux types d'aspiration là, qu'on utilise le plus fréquemment, là. Donc, en fait, on a l'aspiration avec le BBG qu'on appelle. Donc, c'est un petit dispositif qui va vraiment aspirer au niveau de la narine, pas une aspiration qui est très, très profonde. Puis, on a l'aspiration nasopharyngée, qui est une technique un petit peu plus invasive, puis qui va chercher les sécrétions le plus loin possible au niveau du nasopharynx, parce que les petits bébés sont pas capables de se dégager par eux-mêmes. Donc, c'est vraiment l'aspiration la plus très, très, très efficace. Quand les bébés sont dus pour être aspirés, on le voit là. Le travail Mhm. respiratoire est quand même assez impressionnant. Puis après les bonnes hygiènes nasales et les aspirations, on voit qu'ils respirent mieux, puis on voit une efficacité, là, puis une diminution du tirage, vraiment. Excellent. C'est très bien expliqué, merci Catherine. Puis je me permets de revenir un peu en arrière là, sur les infections des virus respiratoires. Dans certains cas, Jean Turgeon, on peut voir des surinfections possibles. C'est bien ça? Oui, en fait, pour comprendre, les voies respiratoires sont quand même connectées, Mhm. par exemple, aux oreilles. Il y a des trompes qui sont connectées avec l'oreille, qui vont jusque dans la gorge. Les sinus sont connectés aussi aux voies nasales, et même les voies lacrymales peuvent être connectées. Les larmes se déposent dans le nez. Fait que, moi, j'appelle ça le carrefour. Tu sais, les voies respiratoires supérieures, c'est comme une espèce de carrefour où là, le virus, quand il atteint les muqueuses, ben, les muqueuses se défendent, ils sécrètent, ils deviennent congestionnées. Ça, c'est les symptômes qui sont des mécanismes de défense. Là, on va commencer à avoir la congestion des sécrétions. Puis secondairement, des bactéries qui colonisent notre système de façon normale vont, eux autres, avoir un terrain pour se multiplier. C'est comme de la nourriture pour eux. Puis Mhm. à force de se multiplier, parfois, ils vont envahir. Donc, l'oreille va être un endroit où les enfants vont avoir une surinfection, l'oreille moyenne, parce qu'elle communique. Les sinus, de la même façon. Fait que toute infection de la sphère ORL, la plupart du temps, là, comme sinusite et otite, est précédée d'une insulte virale, d'une infection virale. Donc, la bronchiolite, c'est un type d'infection. Mais la bronchiolite, elle est due à un virus la plupart du temps qu'on Mhm. appelle le virus respiratoire syncytial. On va en reparler tantôt parce qu'il y a quand même des nouveautés dans l'approche préventive. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme l'a mentionné Catherine, ça peut donner une bronchiolite, mais le virus en soi peut juste donner un rhume. Et ça commence toujours par un rhume, parce que Mhm. vous les voyez hospitalisés, mais quand tu demandes aux parents, ben, ça a commencé avec un petit rhume, il était un petit Mhm. peu plus congestionné. Plus l'enfant est petit, plus les symptômes en lien avec la congestion nasale sont importants. Pourquoi? Parce que les bébés n'ont pas la capacité d'avoir le réflexe de respirer par la bouche quand ils ont la nez congestionné. Fait que les premiers symptômes vont souvent être, même avant que les parents s'en rendent compte, qu'ils boivent moins bien. Mhm. Parce que pour boire, il faut aspirer de l'air. Puis le bébé est capable d'aspirer son air en buvant par le nez, mais dès que son nez devient congestionné, il Mhm. s'étouffe ou il arrête de boire. Donc ça, c'est souvent un des premiers signes, surtout chez les bébés en bas de 2 mois. Ils sont vraiment des bébés qui n'ont pas cette capacité-là réflexe.
Donc, ça commence par le petit rhume, le nez coule, ils vont éternuer, ils vont peut-être faire un petit peu de fièvre. Et c'est quand les symptômes descendent dans l'arbre respiratoire Mm. bas, dans le fameux arbre, là, qui s'en va jusque dans les bronchioles, que là, les bébés vont avoir de la difficulté à respirer, puis que ça va être des signes évidents. Il va avoir du tirage, il va tousser, il va avoir plus de sécrétion. Et secondairement, dans cette phase-là, il peut y avoir une surinfection. La surinfection peut être aussi dans les poumons, mais plus souvent, elle va être dans les voies respiratoires hautes. Puis les autres virus ont à peu près la même tendance. Tu sais, si on parle des virus les plus communs du rhume, comme le rhinovirus, Mhm. ça c'est le prototype, ben, il va donner un petit rhume. Mais encore une fois, un petit rhume chez un bébé, ça lui congestionne le nez, puis il va avoir des Ça, c'est problèmes à pas bénin respirer, puis non, nécessairement c'est pour pas un bénin. bébé. Mm. C'est pour ça que c'est un des modes. En fait, c'est la raison de consultation la plus fréquente, là, tout âge confondu chez les enfants, c'est les infections des voies respiratoires virales, Mhm. surtout l'hiver. Mm. Oui. Oui, tout à fait. Donc, ben, merci beaucoup pour cette introduction. Je voulais continuer justement dans les lignes de traitement. Tu en as bien parlé tantôt, en fait, des techniques d'hygiène nasale. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à retenir pour, par exemple, les parents ou tous les autres professionnels en première ligne sur l'hygiène nasale? Oui, effectivement. Donc, en fait, comme vous avez probablement vu dans les médias, la technique d'hygiène nasale a été mise à jour à Sainte-Justine. Donc, en fait, pour les parents là, à la maison qui nous écoutent ou peu importe, tout professionnel qui ça intéresse, euh, on peut suivre là, justement la quantité de millilitres là, sur la technique de l'hygiène nasale dans le petit feuillet là, qui est mis dans la description, je pense. Ce qui est à retenir, c'est vraiment d'utiliser des petites quantités en fonction de l'âge de l'enfant, avec une vitesse là, d'1 millilitre par seconde pour éviter justement une trop forte pression qui pourrait causer une accumulation de liquide et de microbes là, au niveau de l'oreille et créer des otites, comme Dr. Mhm. Turgeon l'a On mentionné. ne veut pas catalyser le Non, phénomène. Mhm. exactement. Ok. C'est- Puis l'effectuer avant chaque boire, comme j'ai mentionné tantôt, mais c'est pas mal ça pour Excellent. l'hygiène nasale. Merci beaucoup. Je rajouterais un élément parce que c'est beau les techniques que tu mentionnes, Catherine, mais les parents n'ont pas souvent tout ça à la maison. Non, Les autres sont exactement. fascinés par ce que j'appelle l'aspirateur central qu'on a là. Fait que là, ils disent, on n'a pas ça à la maison, ça marche pas. Mais le plus important, c'est de garder les voies perméables. Donc, en Mhm, y instillant de l'eau, ça mhm, les rend des sécrétions plus fluides et l'enfant finit par les avaler par pression négative ou les expulser en mhm, éternuant parce qu'il n'est pas capable de se moucher. Fait qu'il y a des réflexes, le bébé, pour s'en débarrasser. Mais si les sécrétions sont vraiment prises, et ils sont accentués aussi par la température ambiante. Des mhm, fois, on chauffe un petit peu trop. Notre air, l'hiver, est un peu plus sec. Fait que toutes ces mesures-là, pour alléger l'irritation des voies respiratoires, je pense que l'instillation, le sérum physiologique, oui, c'est une des façons d'alléger le fardeau des sécrétions. Mhm. Puis le fameux dogme, mais j'aspire, il n'y a rien qui sort, mhm, c'est important quand on est hospitalisé, parce que là, les sécrétions peuvent boucher puis peuvent créer beaucoup. Mais à la maison, avant ça, c'est pas si grave si on n'a pas l'appareil de succion comme on a à l'hôpital. Juste le fait d'avoir humidifié les voies respiratoires, d'avoir liquéfié un peu les sécrétions, fait que l'enfant va peut-être s'améliorer plus rapidement, moins se congestionner, mhm, moins se boucher, puis moins, il va mieux boire finalement. Fait que c'est plus des mesures en pré-hospitalier qui sont importantes à comprendre. Évidemment, nous, c'est mhm. facile, là, avec tout ce qu'on a, On de a beaucoup de désaspirer. matériel. Puis les parents sont impressionnés. Puis là, ils disent, bon, on ne pourra jamais retourner à la maison parce qu'on ne va jamais faire ça. Non, puis Mais aussi, c'est ça. aussi, si jamais justement les parents veulent utiliser quand même aspirer le nez des bébés, il y a toujours la succion, l'aspiration par succion buccale Mhm. qui est un mouche-bébé Oui, Ouais, qu'on voit à traditionnel. la pharmacie. Ouais. Exactement, oui. qu'on voit à la pharmacie, qui est un outil très efficace que les parents redoutent des fois quand ils voient justement, comme vous dites, tout notre appareillage, mais ça fonctionne très bien. Puis ils peuvent aller justement chercher l'excédent peut-être d'eau saline qui reste au niveau du nez ou des petites sécrétions. Parfait, mais Puis je merci. rajouterais même, je déconseille parce qu'il y a même il y a des devis là, qui se vendent pour essayer de ben, là, qui se mettent sur la balayeuse. Ouais, tu sais, Ah ouais, il y ouais! a des trucs artisanaux qui sont commercialisés. Honnêtement, à moins d'avoir une condition médicale, là, on en a des gens qui partent avec des appareils à succion, mais jamais on devrait prescrire ça.
sans avoir l'expertise du personnel infirmier, puis de savoir qu'est-ce qu'on fait, puis où on va. Mais ça prend un Donc, enseignement qui est fait par les infirmières justement des soins à domicile pour pouvoir utiliser Mhm. un appareil à l'aspirateur succion, de là. façon sécuritaire Ouais. surtout. Tout à fait. Ben, Mais les merci gens le d'avoir voient quand souligné, même ouais. que ça existe. Fait que des OK. fois, ils sont... Sûrement sur les Sur sites Amazon. Internet. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour ne pas le nommer. Oui, C'est bon. Puis, en fait, je continue un petit peu dans mes questions. Là, tu disais tantôt qu'il y a beaucoup de bébés qui viennent consulter pour les bronchiolites. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se rendent à l'étage et même aux soins intensifs C'est une bonne pédiatriques? question. Tu sais, nous, comme hospitalistes, comme des gens qui travaillent en dit, on a l'impression que tout le monde qui a une bronchiolite est hospitalisé. En réalité, le chiffre, c'est à peu près 2% des enfants qui font une bronchiolite vont nécessiter une hospitalisation. Et de ceux-là, les 2% hospitalisés, c'est une proportion infime, là. C'est peut-être 5% de ces bébés-là qui vont nécessiter un support aux soins intensifs, qui est essentiellement un support ventilatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fameux RSV, là, ou le VRS, c'est un virus qui est omniprésent sur la planète, donc tous les enfants le font. Et les études montrent qu'avant l'âge de 2 ans, à peu près tous les enfants ont eu au moins une infection au virus respiratoire syncytial, qui dit que c'est pas tous les enfants qui vont avoir fait une bronchiolite et encore moins qui vont avoir été hospitalisés. Donc, la pointe de l'iceberg pour nous, les pédiatres et travailleurs de la santé, c'est de voir ceux qui nécessitent des soins de support pour lesquels, s'ils étaient à la maison, ils seraient en danger, là, tu sais. Fait que c'est quand même une infime OK. proportion, mais cette petite proportion d'un grand bassin d'enfants fait que nos hôpitaux, l'hiver, sont occupés beaucoup Mhm. par ces bébés-là qui font pas juste des bronchiolites, comme on a expliqué tantôt, ils peuvent faire des complications aussi, des OK. surinfections. Fait que c'est juste comme la pointe, mais c'est quand même un gros fardeau sur le plan de santé publique au niveau Mhm. épidémiologique. Merci de l'avoir mis en Mhm. perspective. Puis là, tu as mentionné justement, il y avait des besoins d'O2 qui pourraient Ouais. justifier là, une hospitalisation. On a aussi besoin parfois d'offrir un support alimentaire, Mhm. d'hydratation aux étages. Qu'est-ce qui est important de savoir sur ça? Je sais pas, Catherine, si tu veux y aller. Oui, ben en fait, souvent, pour ce qui est de l'alimentation, comme Dr. Turgeon le mentionnait précédemment, les petits bébés, ils respirent pas par la bouche. Donc, en fait, des fois, l'alimentation, ça peut être très, très, très difficile pour eux. Ils sont déjà fatigués par tout le travail respiratoire, donc leur demander de boire en plus, c'est très difficile. Donc, dans certaines situations, là, quand les boires sont insuffisants, puis que l'enfant commence à démontrer des signes de déshydratation, on est dans l'obligation, avec une prescription médicale, bien entendu, d'installer un tube nasogastrique. Donc, en fait, un tube qui va directement au niveau de l'estomac pour pouvoir, en fait, donner le lait par gavage. Ça donne une pause aux enfants pendant justement la phase aiguë, là, souvent du virus. Puis, ça leur permet de récupérer et de ne pas se soucier justement à devoir s'alimenter. Puis, dans certaines situations, quand les enfants sont très, très malades, bien, malheureusement, on doit les garder complètement à jeun Mhm. et installer un soluté parce que justement, les liquides et tout, c'est trop pour eux. Puis, justement, là, ils sont en vraiment détresse respiratoire. Donc, on les garde à jeun, puis on leur installe des petites voies veineuses avec un sérum là, physiologique qui va pouvoir les garder hydratés. Ça serait quoi tes trucs et conseils pour les parents à la maison qui doivent le gérer en périhospitalier? Oui, en fait, on recommande de faire des petits boires plus fréquemment. C'est même ce qu'on recommande à l'hôpital, là. De placer l'enfant souvent en position de 30 degrés pour pouvoir justement favoriser la déglutition puis éviter le risque d'étouffement. Excellent, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ben, je pense que Catherine a bien C'est résumé. parfait. En fait, je fais une petite nuance, c'est que des fois, les bébés, les parents vont consulter parce que l'enfant boit pas. Donc ça, on y reviendra, c'est un motif de consultation. Juste la petite nuance, c'est l'enfant qui veut pas boire, mais qui est éveillé, et l'enfant qui boit, mais qui a de la difficulté à boire, c'est pas tout à fait la même chose. Un est le reflet d'un mécanisme plus de défense. Je suis malade, j'ai pas le goût de boire, ma digestion se fait moins lentement, se fait plus lentement, mais il, il sent pas, mais je veux dire, son instinct de boire vient avec s'il est déshydraté. L'autre qui est pas capable de boire, puis qui est frustré, puis qui s'étouffe, c'est lui qui a besoin d'une hygiène nasale, puis c'est lui qui est encore assez en forme pour vouloir boire.
Puis les barèmes de quand est-ce qu'on arrête de faire boire un bébé, ça, je pense que ça demande une évaluation plus médicale, parce qu'effectivement, il y a des enfants qui respirent tellement vite que le fait de boire, avec le taux de respiration de tirage, ils peuvent s'aspirer. Le fait de boire, c'est un effort aussi, ils se fatiguent. Fait que le peu de réserve qu'un bébé aurait dans une bronchiolite qu'on juge assez sévère, là, on va y préserver son énergie, on va le nourrir artificiellement, quitte à lui mettre un soluté. L'entre-deux, c'est exactement ce que Catherine disait. On va mettre un tube de OK. gavage, puis on va lui donner une substance nutritive, du lait ou même des fois juste de l'eau, pour préserver l'hydratation. Parce que le fait de faire de la fièvre, le fait de respirer vite, augmente tes pertes d'eau. Fait que tu peux te déshydrater plus rapidement. Fait que ça, on veut pas ça. Fait que toutes ces subtilités-là, je pense que pour les parents, c'est un peu difficile, mais en préhospitalier, effectivement, dégage le nez, abaisse la Mmh. température ambiante, puis donne des petites quantités fréquentes à son besoin, à ses besoins, on gagne du terrain. Ouais, merci beaucoup, c'est des belles nuances. Mhm. Merci beaucoup. Je continue maintenant sur la prévention. La prévention des virus, c'est quand même une grosse partie pour éviter qu'on se rende justement à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon globale à la maison? Bien évidemment, l'hygiène des mains, Mhm. c'est une chose qu'on a appris beaucoup les dernières Mhm. années, puis on s'est fait On répéter. devrait être rendu bon, Oui, exactement, on j'espère. devrait être rendu bon. Donc, vraiment de se laver les mains régulièrement pour surtout éviter la transmission là, des Mhm. microbes, des virus. Euh, si on parle un peu d'éviter les contacts là, avec des personnes qui sont malades, là, le temps des fêtes va arriver, puis on peut essayer d'éviter les contacts, là, surtout Mhm. des jeunes enfants, d'aller dans les familles où est-ce que les gens sont malades. Même chose d'aller dans des lieux publics avec beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, il y a aussi un truc très simple là, en ce qui concerne les jouets. On a souvent tendance, s'il y a de la fratrie à la maison, de partager tous les jouets, puis ça arrive, on le sait tous. Si on a un enfant malade à la maison, afin de réduire le risque que la fratrie attrape le même virus, des fois c'est inévitable, mais essayons-le de laver les jouets qui sont utilisés entre les enfants. Mhm. Et puis même à la garderie, là, c'est sûr Mhm. qu'on peut mentionner justement qu'un enfant est malade, puis de pratiquer ça là-bas Excellent. aussi. Excellent. Puis de façon plus populationnelle, santé publique, on a un beau programme de vaccination provinciale. Donc, il a été mis à jour en plus dernièrement, en octobre 2024, le protocole d'immunisation du Québec. Et là, il y a une nouveauté cette année, puis j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Le Nirsevimab, qui est Mhm. un anticorps monoclonal. Docteur Turgeon, voulez-vous nous en parler un petit peu? Absolument. Écoute, le nirsevimab, c'est possiblement un jalon qui va faire l'histoire parce qu'il va y avoir un avant et après ce que je prédis, selon les études actuelles. Il faut savoir, les anticorps monoclonaux contre le RSV, là, on va le simplifier, on va dire RSV, existent quand même déjà depuis longtemps. Il était commercialisé sous un autre nom avant, le Synagis ou le palivizumab, qui lui se donnait à tous les mois dans la saison souvent de octobre à avril, la saison plus prévalente du RSV. Et on ciblait les enfants plus à risque de faire des bronchiolites sévères, les prématurés, ceux qui ont des cardiopathies ou des maladies neuromusculaires. Donc, il y avait un programme ciblé, mais l'inconvénient, c'est qu'il fallait le donner à tous les mois. Donc, c'est un Oui. programme qui, quand même, avait fait ses preuves. Il y a un nouvel anticorps. Dans le même ordre d'idée, il y a un anticorps monoclonal, donc un anticorps qui est spécifique. Et il y en a un nouveau, tu l'as mentionné, il s'appelle le nirsevimab, qui, lui, a l'avantage qu'il a une plus longue demi-vie. En fait, il dure plus longtemps. Donc, il durerait, une fois injecté à un nourrisson, pour plusieurs mois. On parle de 5 mois. Donc, tout à coup, ça devient une stratégie beaucoup plus intéressante. On peut vacciner donc de façon plus générale tous les bébés une fois, puis on couvre toute la saison du RSV. Donc, ça, c'est ce programme qui a été étudié de façon assez exhaustive que finalement le programme d'immunisation du Québec a accepté et qui est maintenant en marche, comme tu sais, depuis octobre, avec une mini campagne de rattrapage pour les bébés en bas de 6 mois. On l'a peut-être pas assez insisté, mais la bronchiolite, c'est une maladie vraiment de bébé. Tu sais, tu peux faire le RSV à 1 an, puis c'est Mhm. beaucoup moins grave. Même en haut de 6 mois, c'est beaucoup moins grave. C'est les 0,6 mois et les 0,2 mois surtout, c'est eux qui nous causent des graves problèmes, qui vont aller plus souvent aux soins intensifs, qui vont avoir besoin de support, etc. Donc, ce fameux nirsevimab, qui est en pratique depuis quelques semaines, on verra l'impact, mais il faut comprendre que c'est universel, c'est-à-dire qu'on l'offre à tous les nouveau-nés.
On fait du rattrapage pour les nouveau-nés qui auraient pas eu 6 mois encore au mois d'octobre. Et on augmente le temps on accepte des bébés jusqu'à l'âge de 19 mois, ceux qui ont déjà des conditions de Mhm. base qui les rendaient plus vulnérables, comme dans l'ancienne façon de vacciner avec le palivuzumab. Puis Donc, c'est un beau programme qui va vraiment un très sûrement beau alléger programme. nos hôpitaux. On verra Mhm. peut-être l'effet cette année, je ne sais Mhm. pas Puis encore. qu'est-ce qu'on s'attend justement à avoir comme effet? Ben, selon les études là, qui ont été publiées dans le New England, là, c'est 80% de réduction d'hospitalisation. Donc, c'est majeur. C'est majeur. C'est Ouais. Vraiment. majeur. Puis de ceux-là, donc, moins d'hospitalisation, moins de transferts aux soins intensifs aussi. Donc, je répète que nos hôpitaux sont surchargés l'hiver, chez les adultes aussi, là, par la grippe, par d'autres virus. Mais nous, en pédiatrie, c'est vraiment le fardeau de la bronchiolite chez les jeunes bébés. Mhm. Donc, la venue de cette nouvelle traitement préventif, pour moi, risque d'être d'offrir un changement majeur là, aux soins hospitaliers en termes de disponibilité, parce qu'on est souvent en surcharge. Mhm. Je Donc, sais j'espère que ce pas. programme va être pérenne. Est-ce que tu as vu, ça serait quoi les impacts déjà sur les hospitalisations ailleurs dans le Mais monde? c'est à peu près ça, Ou, là. Les ouais, études c'est ça varient, qui. là. Ok. On retient l'étude qui a été publiée, là, en janvier ou en décembre 2023. Là, c'est l'étude majeure, là, multicentrique au-dessus de 4000 enfants. On parle vraiment de 80% de réduction C'est ce qu'on d'hospitalisation. observe. Ouais, Ben, on espère que ça va faire sa magie chez nous aussi. absolument. Mm, Ouais, ouais, tout ouais. à fait. Mhm, Euh, Puis là, on parle, c'est comme un vaccin, entre guillemets. Tu sais, c'est une injection pour le mhm, bébé. Mhm. Pour un bébé en bas de 2 mois, il doit y avoir beaucoup de parents inquiets tu sais, que leur petit se fasse mhm. piquer. C'est quoi ton approche avec le bébé et les parents? Oui, ben en fait, tu as raison, Émilie, là, il y a plusieurs parents qui sont quand même inquiets à ce que l'enfant reçoive une injection, puis c'est comprenable. Nous, c'est sûr qu'on essaie d'avoir une approche avec la gestion de la douleur procédurale qu'on a ici à Sainte-Justine. Donc, on essaie de justement placer l'enfant en allaitement maternel, de lui donner du sucrose, mettre une crème anesthésiante avant comme de la maxilène pour justement réduire la douleur là, associée à l'injection. Comme tu as mentionné, c'est une injection qui est vraiment intramusculaire, comme les autres vaccins, si on veut. Puis, comme toutes les autres injections, il y a une surveillance de 15 minutes qui est associée après. C'est sûr qu'on explique aux parents c'est quoi les effets Mhm. secondaires associés avec l'injection. Ça ressemble beaucoup là, à tous les effets secondaires des autres injections, là, tu sais, un inconfort au niveau du site d'injection, une petite rougeur, un petit peu d'enflure, mais de la fièvre quelquefois, là, 24 à 48 heures suivant l'injection, mais c'est pas mal juste ça qui a été Toi, là, en rapporté. pratique, là, je sais pas combien de bébés t'as vaccinés Oui. cette année. Est-ce que tu vois, puis en fait dans ta vie, hein, Mhm. est-ce que tu vois à quel point ça fonctionne, toute cette approche-là? Oui, ça fonctionne. Ouais. On sent vraiment que le parent, premièrement, voit une différence. Tu sais, on crée un peu un lien de confiance avec Mhm. eux, puis on remarque que le bébé pleure moins, voire pas du tout. Puis on remarque que le parent, après, il s'est senti plus en confiance, mieux compris. Puis il nous remercie souvent là, d'avoir pris le temps justement d'avoir une technique là, non pharmacologique ou Mhm. pharmacologique pouvant permettre la réduction de la douleur. Ben, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Puis d'ailleurs, ça va être un épisode cet hiver avec l'équipe qui mène le projet à Sainte-Justine tout doux. Fait que vous soyez à l'affût pour les soins en douceur. Je reviens au RSV, Mhm. puisqu'on a encore un petit peu de temps. On se fait souvent poser la question, les pharmaciens, ah, est-ce que mon bébé pourrait avoir le nirsevimab, mais là, il est ici pour un RSV en ce moment qui est Mhm. actif. Donc, est-ce que ce bébé-là pourrait recevoir ou non le nirsevimab? Si on sait que c'est le RSV, Mhm. on suggérerait pas de lui donner en plus les anticorps. Il va l'avoir fait, il va avoir une certaine immunité. La question, c'est que pour savoir que c'est le RSV, il faut l'avoir testé. Puis c'est sûr qu'on recommande de ne pas tester. La bronchiolite, c'est un diagnostic clinique.
C'est pas le test qui nous dit que c'est une bronchiolite, c'est comment l'enfant se présente. C'est quand il y a une atteinte des voies respiratoires basses, qu'on l'ausculte, qu'on le regarde, comment il tire, puis tout ça. Mais on va avoir tendance à faire des diagnostics rapides à l'urgence pour toutes sortes de raisons, soit pour le cohortage, ou pour comprendre si c'est pas un autre virus ou une bactérie. Fait que quand on le sait, puis finalement on finit par le savoir souvent, parce qu'on va souvent avoir fait le test pour une bonne raison, une fois qu'on sait que le RSV est documenté chez cet enfant-là, moi je recommande pas. Puis c'est pas ce qui est recommandé non plus par les organismes comme l'INES, là, qui font les recommandations officielles. Et donc, ça répond. Excellent, c'est très bien répondu, merci. Puis en terminant, j'aimerais vous emmener plus vers les critères de consultation à l'urgence. Est-ce qu'il y aurait des éléments importants que vous aimeriez qu'on redise ici? En fait, je peux commencer, puis le Oui. docteur Surgeon pourra compléter au besoin. Donc, en fait, l'un des critères, c'est justement l'augmentation du travail respiratoire, malgré les hygiènes nasales qui sont faites à la maison. Donc, par travail respiratoire, on entend le tirage, l'augmentation de la fréquence respiratoire, justement, battement des ailes du nez, head bobbing, etc. Si l'enfant est plus amorphe qu'à l'habitude, qu'il y a moins de périodes d'éveil aussi, s'il y a des changements au niveau de la coloration, donc on voit que peut-être les lèvres, les extrémités sont plus bleutées, l'enfant est plus pâle, il y a une diminution des boires et l'enfant, comme le docteur Surgeon a mentionné précédemment, démontre des signes de déshydratation. Donc, diminution au niveau des mictions, absence de larmes lors des pleurs, les muqueuses des fois qui peuvent être un petit peu plus sèches. Et là, bien entendu, il y a la température. Donc, un enfant en bas de 3 mois là, qui va faire de la température. Donc, on sous-entend un 38 rectal. Et là, c'est sûr qu'en fonction de l'âge, là, les critères de consultation pour la température vont changer. Je sais pas si tu voulais qu'on les mentionne Ben, tous. si tu veux. Bon, ben c'est sûr que un enfant en bas de 2 ans, là, la température va changer. Donc, on s'attend à 38,5 pour de la fièvre. Donc, un enfant en bas de 2 ans, on peut attendre là, jusqu'à 48 heures avant d'aller consulter. Puis, un enfant là, plus grand que 2 ans, on peut attendre jusqu'à 72 heures avant d'aller consulter. Puis, la température pour de la fièvre reste la même, 38,5 rectal. Puis est-ce que tu conseilles aux parents de donner des analgésiques en vente libre à la pharmacie? Les parents peuvent donner du Tylenol pour calmer la température, bien évidemment, mais c'est sûr que si l'enfant est en bas de 3 mois, c'est important d'aller consulter là, dans une urgence pédiatrique. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, docteur Surgeon? Ben, je pense que tout enfant qui a de la difficulté à respirer, surtout les jeunes bébés, mérite qu'il soit évalué sur le plan médical parce que c'est pas toutes les difficultés respiratoires qui sont des bronchiolites. Il y a plein d'autres choses qui peuvent se présenter comme ça. Donc, c'est tellement peu spécifique. Un bébé, je dirais, dès qu'il fait pas ce qu'il doit faire, là, boire, puis être éveillé, puis dormir dans un cycle prévisible, et qu'il a de la difficulté à respirer, dès qu'il développe quelque chose dans son attitude générale, il boit moins bien, il respire moins bien, ça c'est absolu. La fièvre, ça veut dire qu'il se défend contre quelque chose, même si la plupart du temps, on peut rien faire. Il y a quand même des choses à évaluer pour être sûr qu'on a, surtout les petits bébés, là, c'est pour ça qu'on insiste, plus ils sont jeunes, plus la fièvre, elle est une des manifestations qui peut aller de quelque chose de très grave, la plupart du temps, heureusement, assez bénin. Fait qu'il n'y a pas de discriminant, l'enfant peut pas nous montrer rien, il veut pas nous, fait qu'il faut évaluer un bébé qui fait de la fièvre. Mais j'insisterais plus si on parle de bronchiolite sur la difficulté à respirer. Un bébé, à moins que ça soit juste parce qu'il a le nez bouché, puis qu'on débouche son nez, puis qu'il respire bien après, ça me va. Mais s'il y a de la difficulté à respirer, qu'il y a de la toux, ben là, il se passe quelque chose dans ses voies respiratoires inférieures. Puis, à la maison, on peut pas le savoir si les petites feuilles au bout là, des bronchioles, s'ils fournissent assez d'oxygène. Il faut qu'on le mesure, son taux d'oxygène, puis qu'on voit qu'il est en train d'accumuler des déchets. On va y faire des gaz sanguins, puis on va voir que son taux d'oxygène dans son sang est plus bas. C'est là il y aura besoin de support. C'est une question de support parce qu'il n'y a pas beaucoup de traitements spécifiques. Là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais malgré tous les avancements, on n'a pas encore beaucoup de choses à offrir pour traiter purement là, ces virus-là. Je pense que ça conclut très bien l'épisode. Merci beaucoup d'avoir fait le tour des éléments importants avec moi, avec un accent sur la bronchiolite, avec le temps des fêtes qui approchent, les urgences qui débordent, comme tu as dit. Je pense que c'était
toujours important d'informer les gens pour que les gens comprennent bien c'est quand les bons moments d'aller consulter ou pas à l'urgence. On a mentionné beaucoup de choses tout au long de l'épisode. On va les mettre dans la description. Ça va être accessible. Puis, écoutez, j'invite tout le monde à partager cet épisode-là à professionnels de la santé de première ligne ou à même les nouveaux parents. Ça pourrait leur être utile. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Et en conclusion, je voudrais juste vous mentionner que j'ai fait un sondage pour avoir une rétroaction sur le balado. Donc, je vous invite à aller compléter le lien du sondage. J'ai quelques secondes ou voire 1 ou 2 minutes. Ça va m'aider à récolter des données pour encourager la poursuite de ce projet-là. Donc, je vous mets le lien dans la description. Et à vous, chers auditeurs, merci beaucoup et passez un beau temps des fêtes. Toulou!